Et donc nous allons écouter à distance Isabelle Imbert, qui est docteur euh, en histoire des arts islamiques de l'université de la Sorbonne et qui a consacré sa recherche sur le développement des représentations florales naturalistes, sur l'assimilation, la copie et la diffusion des gravures botaniques européennes en Iran et en Inde entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et donc là, elle va tout particulièrement nous présenter le peintre persan Shaf Abbasi, actif entre 1640 et 1669. Et elle montrera combien ce peintre doit un certain nombre de ses motifs à des gravures européennes de la seconde moitié du XVIe siècle. Alors j'espère que nous allons... Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? C'est parfait. Oui, nous vous Oui, entendons. parfait. Alors, je vais Bonjour. partager mon écran et Oui. nous allons commencer. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Ah voilà. Ça va arriver. Oui. Parfait, super. Parfait. Bien, bonjour à tous. Je souhaite avant tout remercier Judith Hénon et Evelyne Possémé pour l'organisation de cette journée d'études en lien avec l'exposition Quartier et les arts de l'islam. Je suis ravie de participer à cette journée, même si bien évidemment je me trouve de l'autre côté de la Manche, mais la technologie est quelque chose de formidable, donc je suis tout à fait ravie d'être là. Mélissandre vient juste de parler du XVIIIe siècle, donc je vous propose de faire un bond en arrière au XVIIe siècle. C'est une période très intense de création artistique et comme nous allons le voir, certaines formes créées dans les ateliers royaux des souverains de la dynastie safavide, qui règne entre 1501 et 1722, auront un impact très fort sur les productions artistiques jusqu'au XIXe siècle. Un exemple des recherches esthétiques des artistes travaillant dans l'atelier royal de la capitale, Ispahan, est le développement des représentations florales d'après les gravures d'ornements publiées en Europe dès la fin du XVIe siècle. Par facilité, je désignerai comme naturalistes les formes florales dans ces gravures et dans les peintures et dessins issus de leurs copies, mais le terme naturaliste mériterait une réflexion plus poussée, en particulier dans le cas des productions en série et des copies d'œuvres originales. Je ne m'y arrêterai pas ici. Le meilleur représentant de ce développement formel est sans doute le peintre Shafi Abbasi. Sa vie est mal connue, car comme la plupart des peintres du XVIIe siècle, il n'est pas mentionné dans les sources. Mais quelques inscriptions et des signatures permettent de glaner certaines informations sur le début de sa vie et sa carrière. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, mais on sait qu'il est le fils du célèbre peintre Reza Abbasi, que vous voyez à l'écran, actif à Ispahan dans les ateliers du souverain Shah Abbas Ier entre le début des années 1580 et 1635. L'œuvre présentée ici est un portrait posthume de Reza Abbasi, réalisé par son élève Maureen Mossaver, qui connaissait d'ailleurs très bien Shafi Abbasi, puisqu'il le mentionne sur un autre dessin. Il mentionne que ce dessin, qui est un portrait, a été réalisé chez Shafi Abbasi en 1638. Donc, il est probable que les deux peintres aient été formés en même temps par Reza Abbasi. À noter que sur ce portrait, Reza est en train de représenter un homme européen, reconnaissable à son chapeau, à ses bottes, et qui porte ce qui pourrait être une céramique chinoise, un grand vase chinois. Cette peinture dans la peinture est en soi révélatrice du contexte d'échanges commerciaux, culturels et artistiques de l'Iran safavide dans la première moitié du XVIIe siècle. Nous ne possédons pas de portrait avéré de Shafi Abbasi, mais un lui est attribué par une inscription, qui n'est sans doute pas de sa main. L'homme de gauche que vous voyez, oui, l'homme de gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais sinon, c'est pas grave. Donc, l'homme de gauche avec ses lunettes rondes serait peut-être Reza Abbasi. Mais le jeune homme de droite est identifié comme étant Shafi Abbasi par l'inscription assez crude qui est entre les deux personnages. Ce qui est révélateur, c'est le fait que ce personnage de droite est en train de peindre une fleur sur une page de large format.
On peut aisément reconnaître l'espèce. C'est un Tagette patula ou un œillet d'Inde, et ce malgré le fait que ce dessin ne soit pas terminé. Donc vraiment, l'emphase est mise sur la précision du dessin. Et c'est un portrait que j'aime beaucoup parce qu'on voit le personnage qui est en train de sourire, donc qui est assez content de dessiner une fleur. Donc ça colle assez bien. Car en effet, Chafi Abbasi est le seul peintre du XVIIe siècle s'étant spécialisé dans les représentations de fleurs, d'oiseaux et d'insectes. À ce jour, j'ai dénombré 11 peintures portant sa signature et dont la production s'étale entre 1640 et 1653, avec un hiatus, une pause entre 1640 et 1651. Cette absence de matériel peut être expliquée par le fait que je n'ai pas encore découvert de peinture. Il y en a beaucoup dans les collections qui ne sont pas forcément publiées, ou alors que le peintre a pris une pause, peut-être qu'il a voyagé, on ne sait pas. À partir de l'analyse de ces œuvres, dont je vais vous montrer bien sûr quelques exemples, 30 dessins supplémentaires lui ont été attribués, produits beaucoup plus tard, entre 1669 et 1676. Je vous en montrerai aussi des exemples. Ces premières créations montrent des sources d'inspiration diverses et subtiles. D'abord, la source d'inspiration de son père, mais aussi de l'Inde moghole. Cette peinture, cette mésange charbonnière, je fais une faute sur la légende, mes excuses, elle est datée de 1642. La composition de l'oiseau sur un rocher est très proche de peintures produites par Reza Abbasi, son père, dans les années 1630. Mais la palette de couleurs et le modelé des fleurs sont à rapprocher des œuvres du peintre indien Bahram et Sofrekesh, un peintre très énigmatique qui serait sans doute originaire d'Inde et de la région du Décan et qui aurait travaillé à Ispahan dans les années 1640. Ici, vous pouvez donc voir la proximité dans la représentation des fleurs. C'est cela qui m'intéresse surtout. Chafi s'inspire aussi d'une production de dessins du nord-est de l'Iran et de la Turquie, appelée saz, dont on voit la trace dans les feuilles de cette jacinthe très décorative produite en 1640. C'est les feuilles dentées que vous voyez ici à la base de la fleur et les variations d'épaisseur des lignes, toujours sur ces feuilles, sont autant de caractéristiques de cette production dite saz. Vous voyez un exemple ici qui est sans doute du début du XVIIe siècle, qui est à la BNF, et vous remarquerez donc les feuilles qui sont également dentées et ce jeu sur l'épaisseur des lignes. Sur ce dessin, sur cette jacinthe, Chafi s'inspire aussi des herbiers et florilèges européens très en vogue au XVIIe siècle. Ceci se voit tout particulièrement sur la floraison, représentée à différents stades de maturité. Donc vous voyez, vous avez des fleurs ouvertes, vous avez des boutons fermés de grande taille, des plus petits boutons, des boutons qui sont en train de s'ouvrir, etc. Mais aussi, on voit tous les éléments constitutifs de la fleur. Donc, vous avez les sépales, vous avez les pétales, les étamines qui sont montrés, les réceptacles, etc. Et plus que la forme, c'est aussi le format qui change, et c'est surtout le format qui change. La peinture en pleine page se développe très rapidement en Iran à partir du XVIe siècle, et Negar nous a montré des exemples de portraits en pleine page du début du XVIIe siècle. Car la peinture en pleine page qui se développe est d'abord confinée à des représentations figurées, comme celle aussi de l'Européen qui était peint par Reza Abbasi dans la première peinture que je vous ai montrée. Les représentations végétales commencent à apparaître à la fin du XVIe siècle, donc avec ces dessins saz, comme celui à l'écran, mais cette production est très restreinte géographiquement et dans le temps. C'est vraiment avec Chafi Abbasi et l'apport des gravures de fleurs européennes, qu'ils soient directs, on va en y revenir, ou dilués dans la peinture moghole, qui aussi développe une production assez similaire, mais un peu plus tôt dans le XVIIe siècle. C'est vraiment à partir de cet apport que ce genre de représentation se popularise. C'est dans ces deux peintures, produites en 1652, que Chafi Abbasi révèle l'une de ses sources d'inspiration. À première vue, ces deux peintures d'oiseaux sur des branches de noisetiers semblent assez différentes. En regardant d'un peu plus près,
on remarque que les fruits et les feuilles de l'extrémité de la branche sont formellement similaires, bien que colorés différemment, évidemment. Je m'excuse pour la qualité de la reproduction de droite, donc de cette peinture qui a été vendue en fait chez Sotheby's, car c'est une reproduction du catalogue de vente et je n'ai pas accès à une reproduction de meilleure qualité. Mais je pense que vous pouvez juger de la proximité formelle de ces deux peintures. En regardant d'encore plus près, on remarque que ce motif est une copie quasiment exacte d'une gravure de Jean Messager, publiée à Paris dans les années 1620, elle-même une copie de l'ouvrage de référence publié par Crispijn van de Paes en 1614 à Amsterdam, le Hortus Floridus. Les formes copiées par Chaffee ne sont pas tout à fait exactes. Et il se peut qu'un second modèle issu du Hortus Floridus ait été utilisé. Vous voyez notamment la différence de traitement dans la feuille du bas qui est différente du modèle. Il est en fait assez difficile de tracer la filiation des motifs à travers les ouvrages européens, car au XVIe siècle et au XVIIe siècle, on a un vrai travail de copie et de référence entre les ouvrages imprimés. Donc, c'est un travail de longue haleine de trouver les motifs qui sont reproduits dans les différents ouvrages. Mais je m'y attelle. Ceci étant dit, nous avons là une filiation entre peinture persane et gravure européenne, mais il est intéressant de noter que la copie du modèle européen, qu'il soit Jean Messager, Crispijn van de Paes ou un autre, n'est pas bien sûr complètement exacte, puisque Chaffee Abbasi ajoute des couleurs qui étaient très certainement absentes du modèle utilisé, mais il replace également la forme dans une composition plus large et dans laquelle habitent des oiseaux et des insectes. La forme végétale de base possède donc des sens et des usages différents en fonction du support. Le Hortus Floridus de Crispijn van de Paes est une référence de botanique au début du XVIIe siècle. Initialement publié en latin, il est ensuite traduit en anglais, en français et en néerlandais et est diffusé très largement dans toute l'Europe. L'ouvrage s'inscrit en pleine tulipomania, faisant suite à l'introduction en Europe des bulbes de tulipes venus de Turquie et qui soulevèrent vraiment toutes les passions, donnant lieu à ce qui est considéré comme la première bulle spéculative de l'histoire. Les gravures au sein du Hortus Floridus sont d'une immense précision et chaque plante est accompagnée de son nom en latin. Ici, vous voyez, c'est une édition française, donc vous avez le nom également en français. Le but, en fait, étant que les adeptes de botanique ou de jardinage puissent utiliser les illustrations comme référence pour reconnaître les espèces, soit dans leur environnement naturel, soit sur les marchés, etc. Ici, donc, dans ce Hortus Floridus, les noisettes ont une fonction purement documentaire. Il en est autrement dans l'édition de Jean Messager. Le Floradea, publié à Paris donc dans les années 1520, n'est pas un ouvrage de botanique, bien qu'il en reprenne les formes. C'est un livre d'ornement, un livre de modèles destiné à un large public de collectionneurs, mais surtout d'artistes et artisans de toute profession. Ce genre de recueil d'ornement gagne en popularité à la fin du XVIe siècle et participe notamment à la diffusion en Europe de tout un répertoire de motifs et notamment des figures de grotesques que si vous avez vu une architecture du XVIIe siècle, vous avez vu des figures de grotesques, elles sont partout. Bien que la noisette soit représentée ici plus ou moins précisément, on voit déjà des différences de traitement et des différences de niveau de précision entre les deux gravures. C'est ici sa qualité décorative qui intéresse et ses possibles usages sur d'autres supports artistiques. On ne sait pas lequel de ces ouvrages ou un autre est passé entre les mains de Chaffee Abbasi. Comme on ne sait pas vraiment comment les livres de fleurs imprimés en général sont parvenus en Iran au XVIIe siècle. On sait que de nombreuses gravures à sujets religieux et mythologiques ont été offertes comme cadeau diplomatique aux souverains safavides, qui en étaient très friands. Et on sait aussi que des gravures étaient vendues dans le Grand Bazar d'Ispahan ou sur la Grande Place. On a des références à un marchand italien, notamment.
Mais la seule référence directe à un herbier est l'inventaire après décès d'un voyageur britannique qui a voyagé par bateau jusqu'en Iran et malheureusement est mort avant d'arriver en Iran. Dans son inventaire après décès, il est noté qu'il transportait, et je cite, « a book of flowers », un livre de fleurs, mais on ne sait pas lequel. Il est en fait probable que les livres de fleurs aient été relativement courants en Iran et amenés d'Europe par des voyageurs européens comme le naturaliste Engelbert Kempfer, qui parcourt toute la Russie et toute l'Asie pendant 10 ans, entre 1683 et 1693, et qui documente les espèces de fleurs exotiques comme le camélia, dont il introduit notamment 23 variétés en Europe, du Japon, bien sûr, le camélia et du Japon. Il est probable en fait que ces ouvrages n'étaient pas considérés comme particulièrement exceptionnels ou qui méritaient d'être mentionnés dans les sources, malheureusement. Donc c'est là où on a un jeu un peu de recherche un peu hasardeuse pour essayer de retrouver les modèles. Quoi qu'il en soit, Shafi Abbasi réutilise ici le motif pour l'inscrire dans l'adaptation du thème de la rose et le rossignol, le gol au bolbol, un thème extrêmement populaire dans la poésie persane et énormément retranscrit dans les arts de l'Iran au fil des siècles. Je vais vous en montrer un autre exemple dans une minute. Ici donc, les noisettes sont utilisées pour leur valeur décorative, mais aussi leur portée poétique. On peut encore ajouter un niveau supplémentaire de complexité, puisque certains éléments de la peinture de Cleveland, donc sur votre gauche, sont percés de petits trous d'épingle, ce qui signifie qu'ils ont été utilisés comme matrice pour transférer le modèle sur un autre support, et d'ailleurs peut-être même sur la peinture du faucon à droite. Les remplois de forme et les adaptations iconographiques sont ainsi très courants. Ce dessin, conservé au British Museum, reprend ici de manière assez classique le thème du gol au bolbol, donc la rose et le rossignol, même si ce n'est pas forcément un rossignol ici. La page est anonyme, mais on pourrait peut-être l'attribuer à Shafi Abbasi, bien que certains éléments me fassent douter. Donc, je ne m'avancerai pas plus sur l'attribution. Cette composition est très intéressante, car elle est issue de la copie de 2 gravures. Cette rose-là, du haut, est copiée d'après l'ouvrage d'Adrienne Collert, un florilège, qui était publié à Anvers en 1587. C'est certainement une copie de cet ouvrage, mais je dis certainement car ce livre-là, ces gravures ont connu une grande popularité en Europe et le motif a été copié dans d'autres recueils, notamment dans un ouvrage anglais de Gerard John, The Herbal of General History of Plants, qui a été publié à Londres en 1636, donc à peu près au même moment, première moitié du XVIIe siècle. Cet ouvrage aurait pu aussi être amené en Iran et servir de modèle. Cette rose-ci, donc la seconde rose sur laquelle est posé l'oiseau, est issue de la copie de l'ouvrage de Joris Hofnagel, le Archetypa Studiae Patris, publié en 1592. Ces 2 ouvrages-là sont des florilèges, ce ne sont pas des herbiers. Ce sont des livres imprimés qui s'inspirent des herbiers traditionnels, mais dans lesquels les textes descriptifs sont supprimés au profit d'illustrations plus grandes en pleine page. Certaines éditions de ces 2 livres comportent le nom des espèces en marge, mais ici, ce n'est pas le cas. On peut aussi noter la diversité des sujets représentés chez Hofnagel, tant dans les espèces de fleurs que dans les animaux et les insectes. La page est en fait conçue comme un cabinet de curiosités miniature et portatif, mais aussi comme un répertoire d'idées pour l'ornement. Pour revenir à notre dessin, encore une fois, les formes européennes issues d'une transmission a priori directe sont complètement diluées dans une composition fondée sur un thème, j'ai envie de dire, caractéristique de la culture persane. Le peintre a ici utilisé les 2 ouvrages comme des répertoires de motifs dans lesquels il a pu librement puiser, dans une démarche en fait tout à fait similaire à ce pourquoi même ces ouvrages, ces florilèges ont été conçus. Mais l'artiste n'avait pas forcément conscience, bien sûr, de ça. Cette composition-là est aussi entièrement percée de trous d'épingle, même les motifs secondaires, comme la libellule, qui est à peine esquissée. J'espère que vous pouvez voir
ces détails sur le grand écran, sinon il faudra me faire confiance, mais tous les éléments constitutifs des motifs sont percés de tout petits trous d'épingle. Donc ce dessin a été conçu comme une étude, un travail préparatoire, une étape intermédiaire avant la destination finale du motif. Il amène en cela à s'interroger sur, d'une part, son statut de création artistique propre, qui en fait a été finalement jugé digne d'être monté sur une page d'album et conservé, et il l'amène à s'interroger aussi sur la destination et la diffusion du motif. De manière assez décevante, et je m'en excuse, on ne sait pas sur quel support a été transféré ce motif. Il existe plusieurs possibilités, mais aucune n'est complètement satisfaisante. Ce dessin et celui de la Jacinthe datée 1640 que je vous ai montré précédemment sont conservés dans un album au British Museum qui est exclusivement composé de dessins de fleurs et de plantes. Certains sont très élaborés, comme ce bol-bol ici, et d'autres sont vraiment des études. La reproduction est un peu floue, je ne sais pas pourquoi, je m'en excuse. Cette étude-là, d'ailleurs, est issue de la copie de plusieurs gravures de l'ouvrage de Jean Messager, que je vous ai mentionné plus tôt. Et à noter aussi que les motifs sur cette page ne sont pas percés de trous d'épingle. Donc, on a vraiment là, je dirais, presque une œuvre définitive, une création définitive. Plusieurs chercheurs ont émis l'hypothèse que l'album dans son intégralité aurait été un recueil de motifs destinés à la production textile, dont le commerce est en fulgurante expansion à partir de la fin du XVIe siècle, suite à la politique d'ouverture décidée par Shah Abbas Ier. Il est effectivement possible que certains motifs aient été transférés sur des textiles, certains fragments datables du XVIIe siècle n'étant pas sans rappeler les formes issues des herbiers, florilèges et ouvrages d'ornement venus d'Europe. Donc là, vous avez un bouquet qui est vraiment, c'est quasiment une nature morte. Je pousse un peu l'image, mais c'est l'idée, donc avec des fleurs et différentes espèces qui sont tout à fait reconnaissables. Et ce nœud ici, qui n'est pas aussi sans rappeler les ouvrages du XVIIe siècle européens. Et ici, vous avez aussi une interprétation donc, de la rose et le rossignol, avec deux espèces de roses qui sont tout à fait reconnaissables. Vous avez un églantier ici et une rose, certainement gallica ou une rose royale ici, et un oiseau. Donc, on a vraiment... mais on a des formes florales qui sont vraiment issues de l'adaptation des formes européennes avec la fleur montrée à différents stades d'ouverture, d'épanouissement, de maturité, les feuilles, les sépales, etc. Donc tout est vraiment montré pour que la plante soit tout à fait reconnaissable. On peut élargir le champ des possibles à la décoration architecturale, qui est assez mal connue pour le XVIIe siècle en raison du fait que beaucoup de décors ont disparu ou sont en très mauvais état. Le palais de Chehel Sutun à Ispahan a été construit durant le règne de Shah Abbas II, donc du vivant de Shafi Abbasi. L'intérieur est décoré de somptueuses peintures, en particulier dans la grande salle centrale qui est couverte de peintures d'histoire. Mais les salles annexes, moins célèbres, portent encore des décors floraux qui sont très, très endommagés, mais qui montrent bien la diffusion des compositions et des motifs naturalistes. Donc ici, vous voyez, donc vous avez des iris, vous avez des œillets dans des compositions triangulaires ou plutôt en losange qui sont encore une fois très caractéristiques. La tombe de Shah Abbas II à Qom, construite peu après la mort du souverain en 1666, donc encore du vivant de Shafi Abbasi, porte des décors floraux similaires. Les photos là ne sont pas de moi, je n'ai pas pu la visiter, mais ce que je veux vous montrer, ce sont ces niches ici dans la partie inférieure avec des vases remplis de fleurs qui là pour le coup sont très très proches de ce que l'on trouve notamment dans l'ouvrage de Collaert. Et là, un détail.
Toutefois, réduire les dessins de l'album du British Museum à leur potentielle fonction préparatoire, d'études préparatoires, n'est pas complètement satisfaisant. Et je n'ai personnellement jamais vu de tissus iraniens décorés de lézards et de crapauds. Je pense qu'il faut plutôt y voir la manifestation d'une recherche esthétique intense résultant de la formation d'un vocabulaire formel et ornemental nouveau. Cette recherche apparaît notamment très clairement dans les œuvres de Chafi Abbasi, dans lesquelles il mélange différentes productions pour aboutir à un style qui transcende les traditions esthétiques. Pardon. Excusez-moi. Les dessins tardifs que je lui attribue, dont vous avez 2 exemples là à l'écran, sont vraiment caractéristiques de ces recherches esthétiques, puisqu'elles puisent dans un répertoire très naturaliste et complètement inspiré de l'Europe, mais en jouant aussi sur les lignes et les compositions, de manière d'ailleurs assez magistrale. Ce sont des dessins qui sont très, très beaux. Ces recherches esthétiques continueront durant le XVIIIe siècle, donc dans l'atelier de Nader Shah, dont Mélisandre vient juste de parler. Donc là, je vous mets un exemple daté du XVIIIe siècle, et jusqu'au XIXe siècle, dans les ateliers des souverains de la dynastie Kadjar, et qui vont d'ailleurs jusqu'à reproduire aussi les techniques de grisaille, aussi venues d'Europe. L'assimilation des formes florales européennes dès le XVIIe siècle est complète, et tellement diluée dans les pratiques artistiques persanes des siècles suivants que les formes issues de ces herbiers, florilèges et livres d'ornements imprimés au XVIe siècle et XVIIe siècle repassent finalement en Europe au milieu du XIXe siècle dans les grands recueils d'ornements, tels que celui de Owen Jones, qui est notamment présenté dans l'exposition Cartier. Donc, vous voyez ici toutes ces formes florales qui sont vraiment issues de l'assimilation des formes européennes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle Imbert pour votre présentation à la fois très concise et très riche, bon, qui a de nombreux mérites. Et sans doute, vous avez mis en valeur, et c'est une question essentielle dont on parle peu, vous avez mis en valeur l'importance du dessin scientifique dans la tradition ornementale, et en particulier l'importance de ce dessin à la Renaissance, au XVIe siècle. Et vous avez rappelé, ou en tout cas cela rappelle, que le dessin, le disegno, n'est pas simplement un instrument d'embellissement, mais aussi pour cette période, hein, Alberti ou Vinci l'ont admirablement montré, un instrument de connaissance, un instrument d'investigation. Et donc il y a une double circulation que vous mettez en valeur. Comment on passe du dessin scientifique au recueil d'ornements, et comment ce recueil d'ornements, dans une deuxième circulation, se propage, se répand dans des zones géographiques lointaines. Et donc vous montrez la complexité de ce jeu de circulation et de variation selon les usages. Et dans cela, votre conférence apporte une nouvelle pierre à la compréhension du thème d'aujourd'hui. Je vous en remercie. Alors j'imagine que cette conférence suscite questions et remarques. J'espère. Ou pas? Peut-être que tout le monde a faim. Non, je pense qu'on a tout de même... Bonjour Isabelle. Pour rebondir un peu sur justement nos 2 présentations qui étaient un peu complémentaires, je voudrais justement que tu parles, si tu as des éléments, sur le passage. Tu as parlé du passage de ces gravures européennes directement en Iran. Mais je pense qu'on a aussi un passage par l'Inde, c'est-à-dire qu'on a des gravures européennes qui arrivent en Inde, qui sont copiées en Inde et qui passent en Iran. Est-ce que tu as des éléments là-dessus ou pas? Plein. Je savais que tu allais me poser cette question, qui est très intéressante, effectivement, puisque les formes florales donc, passent en Iran, mais comme je l'ai très rapidement mentionné, elles passent d'abord en Inde. On a l'introduction de gravures européennes dans l'Inde moghole au début du XVIIe siècle, même dès la fin du XVIe siècle, et le développement d'une production de peinture de fleurs
naturalistes en Inde moghole dans les années 1620. Comment est-ce que les gravures de fleurs européennes sont arrivées en Inde? On ne sait pas, c'est un peu la même question que pour l'Iran. On n'a pas de référence directe à des ouvrages botaniques européens en Inde. Ce que l'on a par contre, on a une gravure, un bout de gravure européenne qui a été coupé et qui a été monté dans l'album du Golestan, donc qui est conservé à Téhéran et que je suis sûre tu connais bien puisque c'est un album qui a été monté après la conquête de Nader Shah. Donc c'est une gravure de fleurs qui vient d'Adrian Collaert, dont j'ai montré une page, mais c'est le seul exemplaire de gravure de fleurs européenne et donc de transmission directe. Mais il y a bien sûr, il y a tout un parallèle et on peut d'ailleurs se demander on sait d'ailleurs qu'il y avait des échanges entre l'Inde et l'Iran dès le XVIIe siècle et d'ailleurs on peut être amené à penser que le développement de la peinture florale en Iran est aussi à mettre en lien avec un apport indien. J'espère que ça répond à ta question. D'autres remarques, d'autres questions? Je ne peux pas mobiliser la parole. Et du coup, en complément, est-ce que tu as aussi envisagé, c'est une question qui me traverse, mais pour l'instant, que j'ai du mal à envisager de mon côté, est-ce que tu as déjà pensé aussi à un passage qui se ferait par l'Empire ottoman, par exemple par le biais des marchands arméniens? Parce que, par exemple, tu as parlé du saz tout à l'heure et c'était très intéressant, c'est que tu as montré des feuilles qui étaient lancées au lait, donc qui pouvaient évoquer les feuilles saz. Et est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as des éléments qui éventuellement pourraient montrer des passages dans la peinture de fleurs ou autre de l'Empire ottoman vers le monde iranien? Est-ce qu'on aurait des passages dans l'autre sens? Parce que c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup moins que par l'Inde, et pourtant on a des relations avec l'Empire ottoman. Donc, une question un peu ouverte, si au cas où tu as des éléments. C'est une question difficile. Non, ce n'est pas une question difficile. La réponse, c'est non, je n'ai pas d'éléments. Il y a aussi, au même moment, le développement d'une peinture de fleurs plutôt naturaliste en Turquie ottomane et des copies de gravures, d'ailleurs, en Turquie ottomane. On a d'ailleurs une gravure européenne qui a été copiée à la fois en Turquie par des artistes turcs et par des artistes moghols, donc plutôt l'Inde. Les relations politiques entre l'Iran et la Turquie sont un peu houleuses, on va dire, au XVIIe siècle, mais bien sûr, les artistes et les motifs circulent. Après, je n'ai pas de preuves ou d'évidence de transmission directe de la Turquie à l'Iran, mais c'est absolument une piste à considérer quoi qu'il arrive, puisque en fait, ce dont on se rend compte, là je me suis vraiment concentrée sur l'Iran aujourd'hui, en fait parce que je voulais aussi vous montrer cette dernière page ici d'Owen Jones, qui est donc, dont l'ouvrage est présenté dans l'exposition Cartier, mais ce dont on s'aperçoit au XVIIe siècle, c'est qu'il y a un développement quasiment concomitant en Turquie, en Iran et en Inde d'une production de peintures et de dessins floraux dits naturalistes. Après, bien sûr, les formes sont sensiblement différentes, les sources d'inspiration aussi. On n'a pas le même type de gravure en Inde et en Iran. En Iran, comme je l'ai montré, il y a des copies de gravures d'ornement, alors qu'en Inde, on est plutôt sur des copies d'herbiers et de florilèges. Donc des différences ici, des sources d'inspiration, et ensuite des différences formelles, puisque les formes sont vraiment assimilées dans une pratique artistique qui est locale, mais vraiment c'est un phénomène qui s'étend dans ces trois empires au même moment. Isabelle Imbert prend fin ainsi notre matinée d'études. Et donc, nous reprenons nos travaux à 14 heures. Oui.
Merci beaucoup. Merci aux intervenants pour ces interventions qui ont été vraiment de qualité. Et j'aime beaucoup comme dans les catalogues, quand les choses se répondent et quand elles peuvent se correspondre. Et là, on a eu beaucoup d'exemples, justement. Et ça, c'est toujours enfin, pour moi, en tous les cas, c'est la preuve qu'il y a un véritable sujet et une véritable concordance. Et je crois que vous vous connaissez toutes à peu près en tant que doctorante. Donc, voilà. Donc, on a pu le voir. Merci beaucoup et merci d'avoir... d'être bien resté dans vos temps de parole. Donc ça, on vous en est extrêmement reconnaissant, parce que c'est pas toujours comme ça et c'est souvent très difficile. Donc, écoutez, bon appétit et à tout à l'heure. À 14 heures.